Le nouveau guide suprême de l'Iran par intérim a été présenté. On sait désormais qu'il va tenir Téhéran après la mort de Khamenei. Le système n'a pas vacillé une seule seconde et la succession s'est enclenchée immédiatement comme une machine sans perdre de temps. En parallèle, on en apprend beaucoup plus sur les coulisses de l'assassinat de Khamenei parce que selon le New York Times, la CIA a joué un rôle clé en fournissant des renseignements à Israël, des renseignements ultra précis pour frapper au bon moment et au bon endroit. Je suppose qu'à travers ce genre de texte, ils veulent rendre Israël responsable pour se dédouaner des conséquences. Trump, qui voulait un coup décisif, risque maintenant un bourbier et surtout un retour de flamme politique énorme sur lui, au point de mettre son mandat présidentiel en danger. Et le pire, c'est que Trump commence peut-être à réaliser qu'ils ont assassiné la seule personne qui a empêché le programme nucléaire militaire de l'Iran de réellement se développer. Oui, Khamenei avait dit que l'arme atomique était contraire aux valeurs de l'islam et donc l'avait interdit formellement. Abonne-toi, like et partage, j'explique tout sur Penser le Monde. Quand l'ayatollah disparaît, un autre prend la relève, ou du moins, le système s'organise pour que rien ne s'effondre. La disparition de Khamenei a été confirmée le matin du 1er mars à la télévision d'État iranienne. Et immédiatement, conformément à la constitution iranienne, un mécanisme de transition a été enclenché pour éviter le vide au sommet de l'État. La République islamique ne fonctionne pas comme un régime centré sur un seul homme. Le nizam, c'est-à-dire l'architecture politico-religieuse mise en place depuis 1979, a été conçue justement pour pouvoir survivre aux individus, même au guide suprême lui-même, oui. Parce que même en absence de guide suprême, le pays doit pouvoir continuer de tourner. La santé déclinante de Khamenei, parce que c'était un homme âgé, aux lourds antécédents médicaux connus, rien n'était donc un secret. C'était naïf de penser que le cercle des dirigeants n'avait pas déjà anticipé le moment où il pouvait disparaître. Parce que ce n'était pas ça, ça pouvait être juste la maladie ou la vieillesse. Le système, en tout cas, avait prévu sa disparition. C'est donc comme ça qu'il y a un conseil intérimaire qui a été formé pour assurer la continuité de la fonction du guide suprême jusqu'à l'élection du prochain successeur définitif par l'Assemblée des experts. Ce conseil composé de 3 personnes comprend Massoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire, Mohseni Edjei, et un juriste du Conseil des gardiens. C'est ce dernier rôle qui est désormais l'ayatollah Ali Reza Arafi, nommé membre juriste du conseil de direction chargé d'assumer temporairement la responsabilité suprême. Ce gars, pour en savoir un peu plus sur lui, est né en 1959 à Meybod, dans la province des Hadj. Ali Reza Arafi est issu d'une famille religieuse profondément enracinée dans l'histoire de la République islamique. Son père, l'ayatollah Mohamed Ibrahim Arafi, était proche de Rouhollah Khomeini, c'est-à-dire le fondateur du régime, celui que Ali Khamenei avait remplacé. Il a été formé dans la ville sainte de Qom, le centre névralgique du schisme iranien. Arafi a passé l'essentiel de sa vie au sein de l'institution théologique. À 67 ans, il incarne donc un religieux expérimenté, façonné par le sérail solidement intégré au rouage du pouvoir. Sa trajectoire est étroitement liée à celle d'Ali Khamenei, qui lui a confié progressivement des responsabilités importantes. Il a dirigé la prière dans sa ville natale, à Meybod, puis à Qom, avant d'être nommé en 2009 à la tête de l'Université internationale d'Al-Mustafa, institut stratégique chargé de former les étudiants religieux venus du monde entier. Il va occuper ce poste jusqu'en 2018. En 2019, Khamenei le désigne comme le membre du Conseil des gardiens de la Constitution, organe composé de 12 membres dotés d'un pouvoir considérable. Par exemple, ils peuvent valider ou invalider des lois votées par le Parlement, voire même bloquer des candidatures politiques. Oui, ça va jusque-là. À partir de 2022, Arafi cumule également cette fonction avec le siège de l'Assemblée des experts, l'instance chargée de désigner et théoriquement, de superviser le guide suprême. Sa mission au sein du Conseil de la transition est donc claire: stabiliser l'Iran en période de tension, préserver l'unité interne et préparer le processus qui va mener à l'élection d'un nouveau guide suprême par l'Assemblée des experts. Tout ça se déroule alors que l'Iran fait face à des attaques militaires et traverse ce qui pourrait être littéralement la pire période de son histoire depuis la révolution de 1979. Dans ce contexte, la question centrale n'est pas celui de savoir qui va succéder définitivement à Khamenei, mais si le nizam, donc la constitution, conçue pour se perpétuer
au-delà des hommes, va résister à la pression. Pour l'instant, la machine constitutionnelle a enclenché son mode de survie. Reste à voir jusqu'où il tiendra. Maintenant, c'est là qu'on apprend que d'après le New York Times, les services de renseignement américains auraient fourni aux Israéliens les informations décisives pour leur permettre de viser et de frapper l'ancien guide Ali Khamenei ainsi que plusieurs hauts responsables iraniens, des membres de sa famille et j'en passe, réunis le matin du 28 février dans un complexe gouvernemental. Toujours selon le journal américain, des sources proches du dossier décrivent l'opération comme le résultat d'un travail d'espionnage minutieux mené pendant des mois avec une précision presque chirurgicale. Dans un article publié le 1er mars, au lendemain donc de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, le quotidien américain est revenu en détail sur ce qu'il appelle une opération étroite entre Washington et Tel Aviv qui aurait permis une élimination d'une rapidité remarquable. Oui, c'est marqué. Le journal explique que la CIA suivait depuis un moment déjà les déplacements du guide suprême. Les Américains auraient utilisé l'expérience accumulée lors de la guerre des 12 jours pour comprendre comment Khamenei et le corps des gardiens de la révolution islamique communiquent, s'organisent sous pression. C'est au fil de cette surveillance que la CIA a appris que l'ayatollah serait présent à une réunion dans un bâtiment gouvernemental le matin du 28 février 2026. Une information jugée suffisamment stratégique pour pousser l'Iran et les États-Unis à revoir le calendrier initial de leurs attaques. Résultat, des avions de Tsahal auraient lancé des missiles sur le complexe en question, provoquant la mort de Khamenei, décimant plusieurs hauts responsables du renseignement iranien. Le New York Times précise même que la CIA aurait transmis des données d'une grande fidélité concernant la localisation exacte du guide suprême, donc qu'il savait exactement où il était et ce qu'il faisait. Affichant une confiance totale dans les institutions de la République islamique, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé le 1er mars sur Al Jazeera que Téhéran ne va pas céder face à l'offensive américano-israélienne déclenchée il y a quelques jours. S'ils pensent pouvoir renverser le pouvoir en place, qu'ils oublient tout de suite ces missions impossibles. C'est ce qu'a lancé Abbas Araghchi lors de son entretien avec la chaîne Qatari. Il a rappelé que tout est prévu dans les textes pour éviter le vide du pouvoir. Pas d'improvisation, pas de flottement ou d'embrouille, donc d'étourdissement. La machine est bien huilée en Iran. Il dit, je cite, « Notre système est assez robuste pour traverser n'importe quelle tempête. » Donc même après des pertes militaires, aussi lourdes soient-elles, le pays n'est pas paralysé, la sécurité du pays n'est pas stoppée. Chaque commandant tué est remplacé sans délai. Il a assuré tout le monde en réponse aux déclarations israéliennes affirmant avoir éliminé 40 hauts gradés. Le message implicite est que couper la tête ne suffit pas à faire tomber la structure. D'ailleurs, il a évoqué les événements de juin dernier, affirmant que certains adversaires pensaient pouvoir forcer l'Iran à capituler en quelques jours. Finalement, ils ont dû faire face à 12 jours d'affrontements intenses pour mesurer la détermination iranienne. En clair, ceux qui sous-estiment Téhéran finissent souvent par revoir leurs calculs à la baisse. Avant de continuer, je vous rappelle que la Craft est disponible. Vous y trouverez ma formation YouTube, mais aussi des formations en dessin, montage vidéo, création de bandes dessinées, de miniatures et des techniques d'animation utilisées par les grands studios. On ajoute régulièrement de nouveaux contenus, notamment en programmation d'applications comme Netflix ou Shazam, pour vous aider à développer des compétences vraiment valorisantes. Le site évolue chaque jour. Les paiements sont déjà disponibles en Afrique. On travaille à intégrer les systèmes occidentaux. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider en ce sens, contactez-nous. Voici le mail et le numéro. Le lien du site est en description. Revenons au sujet. L'offensive américano-israélienne suit exactement la trajectoire que beaucoup avaient déjà anticipée. Si la riposte iranienne reste aussi organisée et percutante que durant les premiers jours qu'on vient d'observer, alors le pari de Donald Trump pourrait bien se transformer en très mauvais calcul pour lui. D'ailleurs, au point de mettre en danger la suite de son mandat, parce qu'il risque la destitution. Premier constat, l'Iran semble avoir tiré de vraies leçons de la précédente guerre, celle des 12 jours. En face, côté américain et israélien, on a l'impression que le scénario est déjà vu. La méthode ne change pas. Frapper des personnalités clés en espérant que le système s'effondre comme un château de cartes. Problème, ce n'était pas arrivé en juin 2025, ce n'est pas arrivé aujourd'hui. À l'époque, il y avait bien eu un moment de flottement au tout début, les premières heures, ce qui avait donné un petit avantage aux Occidentaux. Mais cette fois, malgré un événement énorme, comme l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei, aucun effondrement n'est visible. Au contraire, l'effet semble même inversé. Les rassemblements de soutien ont été massifs et continuent de se faire. Les images de foule à Téhéran, alors même que les bombardements tombent, ont frappé les esprits des gens.
Ça fait pas vraiment un plaisir de voir ton pays attaqué par des missiles ou des avions ou de toute façon des armées et des autres pays. C'est insupportable pour moi, mais j'ai jamais été pour l'attaque de mon peuple. Étant encore à l'étranger, encore moins. Et maintenant voir les gens être contents en train de regarder de l'extérieur les attaques des États-Unis menées par Trump et Netanyahou accusés de crimes de guerre partout dans le monde, ça me rend vraiment triste. L'attaque a soudé une grande partie de la population autour du régime. Même chose du côté militaire, malgré la perte de plusieurs figures importantes, dont les premières heures. La riposte iranienne a été rapide et massive. Contrairement à la guerre des 12 jours, où les premières réponses s'étaient heurtées au dôme de fer israélien, avant d'user progressivement la défense, cette fois, dès le premier jour, dès les premières frappes, le territoire israélien a été touché et des victimes sont déjà recensées. La suite paraît prévisible. Il faut 2 à 3 missiles de défense aérienne pour intercepter un seul missile ou un drone adverse de l'Iran. Or, les stocks sont déjà entamés par la guerre précédente et par les livraisons d'armes à l'Ukraine et à Israël. On a aussi vu ces derniers jours, ces dernières heures, une certaine réticence de la part des militaires américains, notamment du commandement américain. Oui, on va le voir en image. Donald Kane, général 4 étoiles, c'est le conseiller numéro 1 du président militaire, le plus haut gradé, qui aurait alerté le président américain. Alors, on le présente vraiment comme l'homme qui murmure à l'oreille de Trump. Il a été nommé par le président lui-même il y a tout juste un an. C'est lui qui est l'architecte de l'opération Midnight Hammer en juin dernier contre l'Iran. C'est lui également qui a supervisé la capture de Nicolas Maduro au Venezuela. Et selon Axios, il aurait indiqué à Trump une campagne militaire. Ça risque de nous enliser dans un conflit prolongé. Nous pourrions perdre des hommes. Ce n'est pas le seul problème. Il souligne les stocks de munitions essentielles ont été considérablement réduits par la défense continue d'Israël et le soutien apporté à l'Ukraine. Ça, c'est des propos qui ont été rapportés par le Washington Post. Les États-Unis produisent environ 96 missiles THAAD et 650 missiles Patriot par an. Des chiffres limités, très limités, face à l'intensité actuelle du conflit. Autrement dit, la cadence industrielle ne suit pas le rythme du champ de bataille. Lors d'attaques simultanées contre plusieurs bases américaines dans la région, des failles ont été observées dans la défense aérienne des États-Unis. Beaucoup de failles. Les colonnes de fumée noire et la destruction de radars sophistiqués en témoignent même. Des avions décollent de je ne sais pas quelle base d'Al-Udaï ou autre. Voilà, ces bases peuvent être frappées légitimement ou des bases qui servent à coordonner, parce que ça, c'est ce qui me permet de dire aujourd'hui, dans une vraie guerre, c'est quand on va rentrer dans l'analyse, pas fine, mais des éléments qu'on a de la riposte iranienne, c'est-à-dire les bases de quartiers généraux, de radars, etc., qui permettent aux appareils américains ou israéliens de frapper l'Iran. Parce que ça aussi, ce sont des cibles légitimes. Ça sert à tout ce qu'on appelle le C4ISR en langage militaire, les communications, le commandement, le contrôle, l'informatique et les réseaux. Et le renseignement. Donc tout ça aussi, ce sont des cibles légitimes puisque ça sert à la coordination. Et le fait que l'Iran ait réussi à cibler ces sites-là pour le moment, à en détruire certains à l'heure qu'il est, on a des radars américains qui ont été détruits par des frappes iraniennes. Ça signifie que tout ce que les Chinois nous avaient fait comprendre ces dernières semaines en nous montrant les batteries notamment de missiles SAD en Jordanie, à mon avis, il y a eu un énorme boulot de partage d'informations depuis Pékin vers l'Iran et vers Téhéran pour leur donner des informations millimétrées, là au sens propre du terme, pour pouvoir... Première parenthèse là-dessus, parce que tu as tout à fait raison. Oui, sur le plan chinois, tu as tout à fait raison. La Chine avait mis en garde. On a les preuves aujourd'hui que les Américains, que le système américain au Qatar, qui surveillait toute la zone, a été détruit par les Iraniens. Même le Hezbollah, pourtant affaibli, a repris des frappes depuis l'Iran, accélérant l'usure des systèmes antimissiles. La question devient donc politique. Comment va réagir la société civile, surtout israélienne et américaine, surtout si les boucliers finissent par ressembler à des passoires et que les missiles et les drones se multiplient au-dessus des villes?
Côté américain, des pertes sont déjà reconnues. On parle même des chasseurs des avions de chasse qui ont été abattus au-dessus du Koweït. Et l'état-major a confirmé officiellement des morts parmi son personnel le 2 mars à midi. Trump parle d'un conflit qui va durer environ 4 semaines. Mais à ce rythme, la question est de savoir s'il pourra politiquement tenir aussi longtemps. Beaucoup estiment qu'il a peut-être commis l'erreur de trop. L'élection de mi-mandat en novembre s'annonce très compliquée pour lui. À Washington, certains évoquent même la possibilité de perdre le Sénat en plus du Congrès, ce qui va ouvrir la voie à une procédure de destitution. L'intervention contre l'Iran est très impopulaire aux États-Unis parce qu'un sondage fait par Reuters et Ipsos indique que seulement 27% des Américains soutiennent cette intervention. Les démocrates sont opposés sans surprise, mais le malaise traverse aussi le camp républicain. Une partie maintenant du mouvement MAGA est en train d'accuser Trump d'avoir trahi le slogan America First. Et le slogan a été transformé sur les réseaux sociaux en Israel First. Les mêmes sont en train de circuler de partout. D'ailleurs, ils détournent même le nom des opérations. Par exemple, Epic Fury, qui a lancé cette guerre, s'appelle maintenant Epstein Fury. L'ambiance est très électrique. Avec la hausse du pétrole et donc du prix de l'essence, sujet ultra sensible pour les ménages américains, et les premières pertes humaines dans un pays marqué par 20 ans de guerre en Irak et en Afghanistan, l'opinion publique pourrait rapidement se tendre. Très vite se tendre. Encore plus maintenant qu'il y a ICE partout aux États-Unis qui est en train d'embêter les gens. Pendant ce temps, on a des dirigeants européens qui annoncent leur intention de participer à la défense des pays du Golfe. Mais au vu de leur capacité réelle, l'impact serait incertain si l'Iran maintient son rythme actuel. Le porte-avions français, le Charles de Gaulle, est annoncé en route et devrait arriver dans une quinzaine de jours à peu près. Reste à voir si d'ici là, la partie ne sera pas déjà jouée. Le Charles de Gaulle, le porte-avions, interrompt son déploiement en mer Baltique pour rejoindre la Méditerranée orientale. Ça n'était pas annoncé jusque-là, on l'apprend à l'instant, information BFM TV. Le porte-avions Charles de Gaulle qui prend donc la direction de la Méditerranée orientale. Dans tout ce capharnaüm, il y a une question qui commence à se poser et franchement. Et si en éliminant Ali Khamenei, les États-Unis venaient de supprimer le principal frein religieux et politique à l'arme nucléaire iranienne? Pendant des décennies, la fatwa du guide suprême interdisait les armes de destruction massive. Ali Khamenei avait publiquement déclaré que les armes nucléaires étaient contraires à l'islam. Les services de sécurité des États-Unis ont annoncé à plusieurs reprises au cours des derniers mois que l'Iran ne se lançait pas dans la fabrication d'armes nucléaires. À 2 reprises, ils ont avoué qu'il n'y avait aucun signe indiquant que l'Iran s'orientait vers la fabrication d'une arme nucléaire. Et c'est vrai. Eh bien, nous ne cherchons pas à obtenir l'arme nucléaire. Non pas parce que nous en avons peur, mais parce que nous pensons qu'elle sert à tuer en masse. Ce à quoi nous nous opposons, car cela est contraire à notre religion. Nous sommes contre les armes nucléaires, chimiques et toute autre arme de destruction massive. Ce n'était pas seulement une posture diplomatique, c'était présenté comme un principe religieux dans un système comme celui de la République islamique où l'autorité du guide suprême est à la fois politique et spirituelle. Une fatwa de ce type pèse donc très lourd, très lourd. Autrement dit, sous Ali Khamenei, même si l'Iran enrichit de l'uranium, même si le pays développait des capacités techniques avancées, il existait officiellement une ligne rouge doctrinale, l'arme nucléaire elle-même. Maintenant, imaginons le raisonnement stratégique de Téhéran après son assassinat. Le message envoyé par Washington et Tel Aviv est très simple, non? Même un chef d'État, même une autorité religieuse suprême peut être ciblée et éliminée. Donc, si vous êtes un décideur iranien à partir de maintenant, vous regardez la carte du monde. Qui est envahi? Qui est bombardé? Qui est sanctionné? Et surtout, qui ne l'est pas? Qui est-ce qu'on n'embête pas? La Corée du Nord possède l'arme nucléaire. Résultat, personne n'ose franchir la ligne militaire directe. Les sanctions existent, ok, oui, peut-être, oui, ça existe, c'est un fait. La pression diplomatique aussi, d'accord, mais pas de frappe ciblée contre Kim Jong-un, pas de tentative d'assassinat assumée, pas de changement de régime par la force. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissuasion crédible. Dans ce contexte, les stratèges iraniens pourraient conclure une chose de tout aussi simple. La seule garantie réelle de survie du régime n'est ni le droit international, ni les négociations, ni les résolutions de l'ONU. C'est la dissuasion nucléaire. Point à la ligne. Et là, la disparition de Khamenei change tout. Parce que tant qu'il était là, sa fatwa servait à la fois de bouclier moral et d'argument diplomatique. Mais une fatwa n'est pas gravée dans le marbre éternel. Elle dépend de l'autorité qui l'a émise.
Donc, un nouveau guide suprême pourrait la réinterpréter, la nuancer ou simplement l'annuler et la remplacer. Surtout si le nouveau leader en question estime que l'assassinat du précédent guide prouve que la retenue ne sert à rien face à ces adversaires-là. Il y a une logique froide derrière tout ça. Si vous êtes attaqué malgré vos déclarations morales, si vous êtes un chef tué malgré des interdictions religieuses des armes ultimes, le signal stratégique est que être modéré, ça ne protège pas. Et dans un monde où la puissance est respectée plus que des principes, la tentation peut devenir vraiment très forte. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne. Mais pour être puissant, et c'est le deuxième temps de mon propos aujourd'hui, il faut être plus unis. En vouloir affaiblir le régime, Washington pourrait donc paradoxalement renforcer la faction la plus dure de ce régime en question. Si celle qui considère que seule la bombe met définitivement fin aux menaces extérieures. Si cette analyse est concrète, l'assassinat de Khamenei ne serait pas la fin d'un danger nucléaire iranien. Il pourrait même être le début réel de tout ça là. Parce que jusqu'à présent, c'était des inventions. Ce n'est pas impossible que maintenant ça se concrétise. Et là, l'histoire retiendra une ironie stratégique terrible. En voulant empêcher l'Iran d'avoir le nucléaire, ils ont peut-être accéléré la décision de l'Iran d'avoir le nucléaire. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve rapidement pour une prochaine.